Bonsoir. Alors, je vais essayer de parler à côté du micro pour une fois. Donc, je suis Andrea Buchin, déléguée générale de DS Avocats en Chine. Ce soir, je vais faire le lien entre les différents intervenants. Et pour commencer, je vais vous présenter les personnes qui seront ce soir les témoins et les orateurs autour de ce thème de la JV. Alors, sur Pékin, nous avons Sylvie Savoie, associé de DS Avocats en Chine et responsable du bureau de Pékin. Li Gao pour les champagnes Cattier. Sir Shanghai Wuyen, associé local de DS Avocats. I'm going to switch even if you speak pretty good French. Jiang Lei pour la société Cimarero. Enfin, Geoffrey Bonnel pour la société Altios. Et puis, depuis le sud de la Chine, Olivier de Sagan, qui représente le groupe Colisée. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui pourtant on pensait un peu vieillissant, qui est la JV, et sur un certain renouveau et surtout beaucoup plus de demandes et d'intérêt autour de ce type d'implantation en Chine, qui inclut un partenariat que l'on va effectivement essayer de définir dans ses difficultés et dans ses objectifs. Alors, pour commencer, Sylvie, d'où vient ce renouveau de l'AJV? Comment on peut l'interpréter sur ces derniers mois, ces demandes et puis ces évolutions? Oui, alors ce renouveau, c'est quelque chose qu'on a constaté, alors pas depuis quelques mois, mais je dirais plutôt depuis 4-5 ans, avec de plus en plus de clients qui viennent nous voir en disant, bah voilà, nous voulons faire une JV en Chine. Alors, au début, ça nous a un peu surpris parce que le cabinet DS, c'est un cabinet qui a ouvert son premier bureau en Chine en 1986. Et à l'époque, dans les années 90, tout le monde faisait des JV, non pas par choix, mais parce que par obligation, puisqu'il n'y avait pas d'autre façon. Si on voulait travailler en Chine, bah, la loi imposait la création sous forme de JV pour des mesures réglementaires. Et puis, petit à petit, la réglementation s'est assouplie. Il est devenu de plus en plus possible de s'implanter en Chine sous une forme qu'on appelle la WUFI, donc c'est-à-dire une société à capitaux 100% étrangers. Et on s'est mis à faire que des WUFI jusqu'à effectivement 4-5 ans où bah, la JV est revenue en force. Et on a essayé, le but vraiment aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce retour de la JV, comment fonctionne une JV, et puis déjà, qu'est-ce que c'est exactement qu'une JV? Alors, une JV, c'est une joint venture. Ce que je dis souvent, bah, c'est une JV, c'est un mariage entre deux partenaires, sauf que au départ, ce n'est pas un mariage d'amour, mais c'est plutôt un mariage de raison. Et, et au fur et à mesure du temps, bah, au fur et à mesure que les choses évoluent, pour que la JV marche bien, il faut effectivement que ce mariage de raison se transforme en mariage d'amour. Et c'est là qu'on a une vraie réussite. Alors, tout ça dit, la première question à se poser, c'est peut-être déjà de dire pourquoi faire une JV, quels sont les différents modes d'implantation et qu'est-ce qu'on peut faire à part une JV en Chine. Donc, Nguyen, on te cède la parole pour effectivement comment s'implanter en Chine d'une manière succincte, bien sûr. Merci. En fait, un investisseur étranger, quand il entre en Chine, en général, il a les options suivantes: contrat de distribution ou contrat de franchise, la WOFI et la GV. Donc, le contrat de distribution ou contrat de franchise signifie plus de rapidité dans l'exécution du contrat, mais en même temps, c'est une moins de contrôle sur le développement de votre marque en Chine. Et surtout, puisqu'il n'y a pas un lien étroit entre un investisseur étranger et son franchisé ou distributeur chinois, donc on a remarqué souvent une hésitation du distributeur ou franchisé d'investir à long terme pour cette marque en Chine. Et la forme de la WOFI signifie une liberté totale dans la prise de décision et de la gestion de la société, mais en même temps, c'est une lenteur dans l'exécution du projet parce que tout est à créer à partir de zéro. Je ne parle pas des formalités administratives parce que pour cette partie-là, ça a beaucoup amélioré et simplifié depuis ces dernières années. Je parle plutôt d'une sorte d'établissement de son propre réseau de distribution, identification du personnel et adaptation à la culture chinoise
tout ça, ils prendront pas mal de temps. À la fin, la forme de GV donc signifie un partage de ressources et des avantages. En général, le partenaire chinois a déjà bien développé son réseau en Chine. Il a déjà des connexions pour des fournisseurs qualifiés et il a en même temps des connexions dans le gouvernement local qui va beaucoup faciliter l'opération dans le futur. Donc, tout ça pour dire que cette forme, il permet d'être plus rapide dans l'exécution du projet, mais en même temps, on est obligé de partager la prise de décision et la prise de gestion de la société. Voilà, merci. Alors, justement, l'IGAO des Champagne-Cattier, qu'est-ce qui vous a amené à privilégier la constitution d'une JV plutôt que d'aller vers un mode de contrat de distribution? En fait, bonsoir à tous. En fait, je me présente, je suis Madame, je m'appelle Lily. On m'appelle Champagne Lily. En fait, je viens de Champagne-Cattier. Ouais. Et en fait, déjà, merci ADS nous a aidé à créer la JV au début de cette année. Et en fait, pour moi, c'est un grand plaisir à participer à cette réunion. En fait, et depuis la création de JV Cattier à Beijing, ça nous donne une grande efficacité à développer ce marché. Euh, Parce que, en fait, l'année 2021, je suis retournée en Chine avec un contrat de distribution de champagne Cattier sur le marché chinois. Et en fait, au début, j'ai créé une société qui s'appelle Cattier C1 pour faire importation de champagne de France en Chine. En fait, j'ai eu pas mal de problèmes parce que c'était le marché de Champagne. Au début, pour moi, c'était pas ce que j'ai pensé. En fait, par rapport le chiffre, avant de retourner en Chine pour développer le marché Champagne, parce qu'en fait, c'est un chiffre qui m'a attiré de faire cette affaire. J'avais eu un statistique de expédition de CAVC l'année 2020. En fait, l'expédition de champagne annuelle au Japon, c'est 16 millions à peu près, mais en Chine, c'est 1,5 million. En fait, je me poser la question moi-même, en fait, pourquoi et la Chine, avec le volume de marché dans tous les domaines des produits, c'est un grand marché en fait, mais pas le champagne. C'était avec ça, en fait, je suis retournée en Chine avec le champagne. Mais la distribution en tant que distributeur de champagne en Chine, et j'ai eu du mal à trouver les partenaires et les distributeurs de régional de Beijing, de Shanghai, en fait. Et ils ne voulaient pas travailler avec moi en disant que déjà la marque n'est pas très connue. En plus, en Chine, ce n'est pas très connu, mais Cathy, il est quand même connu dans le monde entier, mais pas en Chine. En fait, et aussi, en fait, je me présente pas la marque Cathy, la maison. Et il n'y a pas de confiance en plus, il y a aussi une coût en plus en tant que distributeur vis-à-vis avec les distributeurs, les autres distributeurs en Chine. Mais le potentiel de Champagne, après l'étude de marché pendant un an, et j'ai trouvé qu'il y a quand même une très potentiel de marché de Champagne en Chine. Et car pour moi, en fait, il manque juste éducation de culture de Champagne. Parce qu'il n'y a pas trop de connaisseurs de Champagne en Chine. Et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'éléments. Ça vient de plusieurs des éléments que Champagne en Chine, c'est impopulaire Et actuellement. pourquoi la JV s'est imposée à vous alors? Pardon? Pourquoi la JV s'est imposée à vous comme étant le moyen de l'implantation Oui, en Chine? oui, en fait, après, j'ai fait un rapport à Monsieur Jean-Jacques Cartier, parce que Monsieur Cartier, il est venu en Chine plus de 20 fois, à peu près. Il a un grand attente de marché de champagne en Chine, sur le marché chinois. En fait, aussi,
j'ai fait une étude marché. Après la discussion avec Monsieur Cattier, nous avons décidé faire la GV en Chine. C'est parce que, en fait, il faut faire éducation au développement de marché avec Maison Cattier. En tant que le statut de distributeur en Chine, c'est pas efficacité. Et il faut faire investissement par la Maison Cattier. Et après, il est d'accord parce qu'il a une très grande attente sur le marché chinois. Et donc, finalement, on a décidé l'année dernière faire une GV en Chine. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, nous avons bien fait la décision parce que, en fait, depuis la GV, les distributeurs, les partenaires chinois, en fait, ils retrouvaient la confiance. Et nous, on est la marque de Cartier, on n'est pas le distributeur. Et ça, c'est le premier élément. Et après, en fait, et comme ça fait quand même 2 ans, on a fait les études de marché en Chine et on a des réseaux de distribution, on a des réseaux de logos, en fait, pour développer la marque. Et maintenant, on a trouvé que le GV, ça nous permet de jouer le rôle de chaque côté sur le marketing, en fait. C'est pour ça Alors, on co- comment s'est fait votre rencontre avec votre partenaire? euh, Qu'est-ce qui en a qu'est-ce qui a déterminé cette association avec Monsieur Cattier et le fait que vous décidiez Oui, ensemble de constituer cette JV? oui. La rencontre avec Monsieur Cattier. En fait, il y a 10 ans à peu près, en fait, avant je travaillais chez Stanley Ascenseur en France. En fait, Stanley Ascenseur, c'est une société Shanghai chinoise. Mais à l'époque, nous avons sponsorisé Stade Reims pendant 5 ans. En fait, ça nous permet de regarder le match tous les 2 semaines à domicile à Stade Reims. Et en fait, Monsieur Cattier, la Maison Cattier a une loge à Stade Reims. Et on a regardé le match ensemble, on a bien discuté. En plus, et il aime bien la Chine. Comme il est venu en Chine depuis l'année 85, au moins de 20 fois. En fait, il est intéressé beaucoup sur le marché chinois. Et nous avons aussi participé aussi à exposition de vin à Guizhou l'année 2016. En fait, mais à l'époque, le champagne n'a pas encore arrivé sur le marché, il n'est pas encore commencé, la division bien commencé, quoi. Mais en fait, on a essayé quand même plusieurs fois à rentrer le marché en Chine, mais on a fait la décision de l'année 2020. Ben, ça, 2021, oui, oui, oui. ça nous offre une parfaite transition pour poser à Sylvie, ben, comment on trouve le bon partenaire. Là, on voit, c'est une loge au stade de Reims. Euh, comment ça se passe quand effectivement on décide de s'associer? euh, Comment on recrute son partenaire, son compagnon, son conjoint? Alors, comment on recrute son partenaire? Alors, tout le monde n'a pas la chance de le trouver dans un stade de foot, malheureusement. Mais il y a plein de critères pour trouver le bon partenaire et les critères sont différents en fonction de la typologie de chacun. Alors, je disais tout à l'heure que la JV, c'est un mariage de raisons. Et c'est-à-dire que pour moi, le bon partenaire, c'est celui qui va apporter dans la corbeille des mariés ce qui est nécessaire, ce qu'il a besoin et ce qui va permettre à chacun d'atteindre les objectifs recherchés. Alors, les objectifs, c'est différent, hein. Un bon partenaire chinois, ça peut parfois être celui qui a les bonnes relations localement. Ça peut être celui qui a le réseau de distribution, qui a déjà la clientèle. Ça peut être celui qui a un terrain, qui a une usine, qui a des équipements de production, celui qui a la main-d'œuvre qui va bien. Ça peut être aussi, et peut-être plus surprenant maintenant, le partenaire chinois, ça peut être aussi celui qui a le savoir-faire. Le savoir-faire, il est plus forcément français de nos jours. Donc, on peut avoir des JV qui sont faites avec des Chinois qui ont le savoir-faire que le français n'a pas forcément. Ça peut être une société qui travaille dans un domaine d'activité complémentaire ou qui a une gamme de produits complémentaires. Ça peut aussi, et plus étrangement, être un ancien contrefacteur. Et ça peut marcher. Alors c'est vrai, on peut se dire, bah, commencer à travailler avec un ancien contrefacteur, c'est quand même pas lancer les choses sur une bonne base. Mais en même temps, quand c'est très compliqué de se battre contre le contrefacteur, il y a un intérêt mutuel à s'allier. Et ça peut marcher.
Et après, où est-ce qu'on va le trouver? Où vous trouvez la perle rare? Alors, ça peut être dans le stade de Reims, ça c'est bien. Euh, Plus souvent, ça peut être dans des salons professionnels, ça peut être aussi des gens qui viennent vous démarcher ou que vous démarchez. Donc, c'est vraiment les occasions sont multiples. Et je dirais la recommandation, c'est quand même de faire attention, notamment lorsqu'on est démarché ou qu'on se croise un peu par hasard, de bien vérifier qui est la personne en face de vous et pas de se faire de tout de suite lui donner toute sa confiance parce que il parle très bien anglais ou très bien français ou parce que il vous a invité à un super banquet, vous avez fait beaucoup de campagne et vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Euh, il faut quand même creuser un peu et bien savoir avec qui on va travailler avant de s'engager dans une JV. Voilà. Ok, merci Sylvie. For the next, we are going to ask Jungle from Cimario to share with us his experience of finding the right partner. Thank you, invitation from the DSLGA. I think, yeah, I'm Lei Jiang from the Cimero, China. Cimero is a pilot training company all over the world. We provided the training to the airlines. We have the different training center in Paris, in Johannesburg, in South Africa. Now we start our business in China from 2019. Initially, Cimero find me when I was working in Saffron. They asked me, "Hi Lei, do you want to set up Cimero China? We want to create a big Cimero China group, another big group in China." So I like challenges, so I decided to accept this mission. So we start from some the engineering projects in China. At that time, we have no Cimero company in China. So we started from one engineering project with one customer called HNCA. HNCA is an investing company in aviation in Henan province. At that time, they are setting up their own training pilot training center. They find a Cimero to relocate one simulator from Urumqi to Zhengzhou. So at that time, Cimero was the only engineering supplier in China who can provide such a kind of difficult engineering project for simulator. During this first engineering contract with HNCA, we find this customer firstly, it is a state-owned company. We find also they have very good cooperation history with another European company called Cargolux, which is a cargo airline in Luxembourg. So they invest that airline and have very both between the relation the HNCA and Cargolux. They are very the relation was very good, very smooth. Their cooperation has no issue. So we have done some background check. So then we find that there is some mutual interest. Cimero has very good engineering capacity. HNCA, they have very good financing capacity, and they are trying to set up a very big training center like Cimero in Paris, but they have no engineers. So we find that both are mutual interest. We discussed, can we do a JV? So I think Cimero is lucky because we think the customer by doing projects with the customer, we can know better our customer if they have the capacity, if they can be trusted. Yeah, that's how we find our
JV partner in China. And so now you are at your third JV. We have already the we are okay. We have set up a first JV about engineering service with HNCA. Later on, we set up another second one for simulator leasing business. Now we are setting up a third one, but not with HNCA, with another partner in China. In Simero, we internally think by doing GV in China is the best solution for Simero, because we need some very solid local partner in China with a local team, local management team in China. So that's the strategy in China. OK. Maintenant, nous allons venir plus pratiquement au fonctionnement de la JV. Yann, tu peux nous parler de gouvernance, de pacte d'actionnaires, un petit peu de ce qui fait le fonctionnement. OK. Donc, quand on parle de la gouvernance d'une JV, donc il faut noter qu'à partir du 1er janvier 2020, donc c'est la date d'entrée en vigueur de la fameuse loi sur l'investissement étranger qui a abrogé la loi sur le GV qui était applicable depuis plus de 20 ans. Donc, à partir de cette date, l'Assemblée générale vient de des traitements de toute la GV qui décide sur toutes ces décisions importantes, dont parmi lesquelles il y a les 4 décisions majeures. Donc, l'augmentation du capital, amendement des statuts, dissolution ou scission de la société ou changement de la forme juridique de la société. En fait, ces 4 décisions dans le passé, sous l'ancien régime, ils sont sujets à l'approbation en unanimité du conseil d'administration, c'est-à-dire un actionnaire même, il détient 1% dans la sociale, il a le droit de veto sur ce genre de décision. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, ça explique pourquoi à l'époque, avant 2020, il y a notre clients qui ont choisi réaliser une GV d'abord à Hong Kong et utiliser le Hong Kong pour ensuite de gérer une entité industrielle ou commerciale en Chine. C'est pour contourner cette contrainte. Et sous l'Assemblée générale, donc il y a le conseil d'administration qui sont en fait les membres du conseil d'administration sont, selon la loi, c'est nommé par l'Assemblée générale, mais on sait qu'en général, on prévoit dans l'acte des actionnaires que ils seront choisis parmi les candidats proposés par chaque actionnaire afin que la composition du conseil d'administration il reflète la ratio de chaque actionnaire dans le capital social. Et ensuite, au-dessous du conseil d'administration, il y a le directeur général, il y a le directeur financier. Et en parallèle, il y a la fonction du superviseur qui doit aussi, ou un conseil des superviseurs qui est différent de le conseil de surveillance en France, qui est vraiment une fonction beaucoup plus léger. Donc, leur fonction, c'est surtout de superviser le travail des administrateurs, du CFO, du CEO. Donc, quand on parle de l'acte des actionnaires, c'est un document hyper important parce que la loi chinoise n'a établi que des grands principes pour ce genre de document. En plus, il permet aux actionnaires de négocier et de prévoir des choses différentes de celles prévues dans la loi. Donc, ça veut dire, par exemple, en ce qui concerne la convocation, l'organisation du conseil de la réunion de l'Assemblée générale, du conseil d'administration et l'exercice du droit de vote et même la distribution de dividendes il peut être ne pas suivre le ratio de participation dans le capital social. Donc maintenant, c'est assez flexible. Tout c'est assez flexible. Donc, hormis les coûts dans un acte des actionnaires, il est suggéré de réfléchir à des clauses qui permettent de résoudre des situations de blocage dans le futur. Par exemple, l'option d'achat ou l'option vente
en fonction de votre participation dans le capital social. Sur ce point, on va discuter un peu plus tard. Merci. Justement, pour illustrer le fonctionnement au quotidien d'une JV, dans le sud de la Chine, Olivier de Sagan pour le groupe Patrimoine. Colisée Patrimoine, groupe Colisée, je vais y arriver. Bonjour à tous et merci à la Chambre de commerce et à DS Avocats de m'avoir permis de participer sur ce webinaire. Donc effectivement, je suis Olivier de Sagan, CEO de Colisée Chine, mais aussi General Manager d'une joint venture entre le groupe Colisée et l'entreprise d'État China Merchants Choco, qui est la branche real estate de China Merchants Group que vous devez connaître. Donc c'est un mariage de complémentarité en termes d'apport des deux parties, puisque la partie française, fort de sa gestion des maisons de retraite, 400 en Europe, est venue contribuer dans le management et le savoir-faire dans la prise en charge des personnes âgées en Chine. Pour la partie chinoise, c'est un apport en termes de foncier et aussi de savoir-faire dans la construction. Donc ce mariage s'est fait autour d'un pacte et d'une volonté de contribuer, 51% pour la partie chinoise et 49% pour la partie française. Et force est de constater que c'est un succès. Pourquoi? Nous rentrons dans la 10e année d'existence de cette joint venture et malgré les crises, le Covid, 3 ans de confinement total pour les maisons de retraite, malgré changement de gouvernance, changement d'orientation stratégique, changement des membres du conseil d'administration, notre joint venture continue de se développer puisqu'aujourd'hui, nous avons 5 établissements en opération et potentiellement d'autres à venir prochainement. Alors, je voulais, avant de parler peut-être très rapidement et brièvement, parce qu'on pourra en écrire un roman, dire 2-3 mots sur la négociation en amont qui sous-entend finalement la partie de gestion au quotidien. On a finalement un conflit dans les perceptions des deux parties. La partie française s'était centrée sur une volonté de contrôler la diffusion de son savoir-faire et la valorisation financière de ce savoir-faire, et une partie chinoise qui était plutôt centrée sur le contrôle et le pouvoir. Donc vous voyez bien que les discussions n'ont pas amené finalement à bien réfléchir sur comment elle va fonctionner, cette joint venture. Mais la contribution de DS Avocats nous a permis, premièrement, d'arriver à une signature, un accord, et de tracer une ligne droite qui nous a permis d'avancer ensemble. Alors, quelles sont les difficultés pour une joint venture? Alors, attention, ce dont je vais parler, c'est un cas clinique, c'est un cas unique, peut-être pas généralisé, parce qu'une entreprise d'État, parce qu'une entreprise française dans le soin et dans le médico-social. Mais bon, je vais donner quelques écueils. La grande difficulté avec l'acteur chinois, c'est une volonté, je l'ai dit, contrôle-pouvoir, mais lorsqu'on rentre dans le management, c'est un micromanagement au quotidien, alors que la gestion de cette JV est donnée à la partie française. Un micromanagement qui sous-entend des prises de décision, du reporting en permanence, qui rend finalement une structure au départ très légère, finalement lourde et très peu agile parce qu'on doit avoir une structure administrative très conséquente. La partie française, qui est censée, qui a avec succès apporté son savoir-faire, est confrontée finalement à des injonctions sur lesquelles ils ne sont pas censés pouvoir répondre, et on l'a vu sur les constructions des établissements, parce que le temps en Chine n'est pas le même qu'en France. La distance faisant, la culture, etc., a amené un certain nombre de grandes difficultés dans la gestion des projets au départ. Mais comme je l'ai dit, notre joint venture est un exemple de succès. Et puis finalement, in fine, le principal écueil, c'est finalement un manque de réflexion, j'ai envie de dire de co-réflexion entre les deux parties sur la vision stratégique et sur la vision des opérations et la vision du management de cette entreprise. Donc, conseil que je peux donner, bien évidemment, faites-vous bien accompagner, et DS est un excellent partenaire, mais aussi réfléchissez beaucoup en amont sur après le contrat, et comment on va pouvoir se projeter business, vision stratégique partagée, et aussi comment cette JV doit être managée au quotidien pour pouvoir faciliter les salariés, les acteurs, et pour qu'ils puissent se recentrer sur leur mission qui est d'accélérer le business. Merci Olivier. Ben, nous allons donc enchaîner sur la notion de réussite ou parfois l'écueil et les échecs. Sylvie,
vous qui êtes depuis quelques années en Chine et qui avez pratiqué un certain nombre et constitué un certain nombre de JV, quelle est votre approche sur les clés de la réussite et celles qui peuvent amener effectivement à un échec? Il y a pas, malheureusement, il y a pas de recette miracle pour savoir qu'une JV va réussir ou pas. Il y a plusieurs éléments. Et ce qu'on peut voir, et le fait d'être là depuis longtemps, c'est de dire, bah oui, on a fait beaucoup de JV dans les années 90. 30 ans après, où est-ce qu'elles en sont, ces JV? Alors souvent, les clients disent, bah, il y en a plus aucune, de toute façon, ça a tout foiré, il n'y a plus rien. Non, c'est faux. Ce qu'on a fait en 90 est encore là. Alors, pas forcément sous la forme d'une JV. Ça peut être devenu une société à capitaux 100% chinois ou 100% étrangers. Et si c'est encore sous la forme de la JV, c'est pas forcément de la façon dont ça a été créé il y a 30 ans. Les choses ont évolué, mais il y a encore des sociétés créées dans les années 90 qui sont toujours là. Alors, dans les clés du succès, je dirais, ben, c'est ce qu'on disait au début, c'est déjà d'avoir le bon partenaire et bien identifier ce que chacun apporte dans la JV et que chacun apporte bien ce qui était prévu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que disait Olivier, c'est vraiment la répartition des rôles dans la JV, qui fait quoi et comment on répartit le pouvoir. Et sur cette répartition du pouvoir, je peux vous donner un exemple d'une JV créée en 1998. 60% pour le partenaire français, 40% pour le partenaire chinois. Et ce qui était prévu à la base dans cette JV, c'était que le partenaire français amenait une technologie très particulière qui, pour pouvoir être utilisée en Chine, avait besoin d'une licence spécifique qui existe un très petit nombre en Chine et que détenait le partenaire chinois. Donc l'objectif de la JV était très simple, c'est le partenaire chinois apportait sa licence et le partenaire français sa technologie. Et ils se sont mis d'accord. Le partenaire chinois a dit, moi, j'apporte la licence, donc vous me sous-traitez cette partie à ma société chinoise qui n'est pas la JV, donc on est dans cette partie de sous-traitance, et je vous donne les clés de la JV, vous faites ce que vous voulez avec. Donc le partenaire chinois, le partenaire français donc a eu les clés de la JV. C'est lui qui nomme le directeur général, qui gère les objectifs, le business plan, qui définit les salaires, les prix de vente. Le partenaire français gère vraiment la totalité de la JV. Le partenaire chinois n'intervient quasiment jamais, si ce n'est effectivement lors du conseil d'administration où il y a un rapport qui lui est fait. Il pose quelques questions dans le conseil d'administration, mais il n'y a jamais de difficulté. Et à la fin du conseil d'administration, chaque année, les dividendes sont distribués et tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc voilà un exemple de JV où la répartition des rôles, ça a été les Français font tout, les Chinois ne sont là que pour faire fonctionner leur licence particulière. Et ça fonctionne depuis 1998. Okay, so now we go back to Zhonglei regarding regarding the how you analyze the success of your first GV, and do you have some key point to share with the attendee? Firstly, I think the key the first most important reason how we can succeed one GV is find a good partner. If the partner is not so good and not so solid, so the GV has very high the probability to fail. So the first important thing is to find the good partner we have discussed. And my case is very special because our partner is a state-owned company, so maybe I can give some my experience with this state-owned company, Firstly, we never organized a very official negotiation meeting between French party and the Chinese party because the state-owned company like the ambience very friendly, never have a dispute, that has a conflict, in front of them. If we needed to do some negotiation, maybe I'm the point of the contact. So if there is some conflict point in CMRO, we find the internal solution and let me to
explain in front of the Chinese party. So in our past 3 years cooperation with our Chinese partner, we never organized a very official negotiation meeting. So yeah, we have some meeting for the shareholders, for the directors, board, but it's just to discuss the dividend. we don't have the negotiation. We have some negotiation work, surely. This has been followed by the DS Avoca. When we have new projects, we need to launch a lot of the due diligence work. Also, we have also we have a lot of paperwork from the term sheet, JV agreement, article of association. A lot of work followed by the DS also. But yeah, so my second suggestion is with Chinese state-owned company, maybe no need to have some official meeting to discuss the hard point, difficult point. Maybe my final suggestion is to quickly develop some JV projects. We need a very good supplier in China for the legal documents. So DS has followed us from the 2019, already 3 years. They followed all 3 JV projects. Each JV project is it's not easy because a lot of the we need to think well the advantages of each parties. So for example, in our cases, our first JV is a pure engineering company. Simero provides engineering capacities. So in that JV, we hold 65% of shares, and Chinese party only have 35 because they contribute the capital injection. They have some engineering projects, so they would be the customer for that JV. So they do nothing. The daily management is Simero to do the daily management. At the end of the year, they just get a dividend. So really easy. Our second JV is aviation leasing company. That company require a very strong financial capacities. In that JV, we allow the Chinese party to have 51% because they are state-owned company. They can get the strong support from the local government and the local banks to invest in the simulator. We need at least like $10 million with our Chinese partner, the financial capacity. We can easily invest every year, the $50 million. So that's why we give the majority share to them. So just example, we need to think about the contribution each side, then decide the percentage of shares. That's my suggestion. Thank you, Pierre. Sylvie, je crois que vous avez un exemple aussi de confiance à long terme qui effectivement drive la réussite d'une JV. Oui, effectivement, je pense que dans les clés du succès, il y a la confiance qui se crée entre les partenaires, la confiance et l'objectif commun qu'ils ont mis dans la JV. Et j'ai un exemple assez atypique d'une JV créée en 1998 aussi, entre un partenaire français, grosse PME française familiale, et qui a 80% du capital, et un partenaire chinois qui est une énorme société d'État chinoise. Donc, a priori, un partenariat assez compliqué d'entrée, mais avec un objectif commun très fort qui était de développer le marché chinois et d'apporter des bons produits aux consommateurs chinois. C'était l'objectif de base.
Alors, au niveau de la gouvernance, ce qui était prévu au départ, c'était que les Français nommaient le président de la JV et le directeur général, et que les Chinois mettaient à disposition de la JV un directeur général adjoint qui travaillait dans la JV et qui était censé aider le directeur général à faire fonctionner la JV. Alors, vous me direz, bon, bah, en fait, il surveillait, c'était l'œil de Moscou et il rapportait tout aux partenaires chinois. Bah, c'est ce qu'on aurait pu penser, mais c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est vraiment que le directeur général adjoint s'est mis à travailler main dans la main avec le directeur général pour le fonctionnement de la JV et sans vraiment prendre en compte les intérêts des uns et des autres. Vraiment, l'objectif était de faire fonctionner cette JV qui au début, sur les 6 premières années, a eu beaucoup de difficultés puisque le produit qui avait été mis dans la JV n'était pas adapté au marché chinois. Donc les premières années étaient très compliquées. Il a fallu augmenter le capital plusieurs fois et à chaque fois, les deux partenaires ont toujours remis au pot. Ils ont toujours accepté d'augmenter le capital. Et la confiance est venue tellement importante entre les deux, c'est qu'on a vu au niveau de la gouvernance de la JV, alors qu'on a écrit dans les documents que les Français nomment le président de la JV, qui est quand même le représentant légal en poste quand même stratégiquement important, eh bien les Français se sont mis à nommer une personne du partenaire chinois. Donc le partenaire chinois leur disant, bah, moi j'aimerais bien que ce soit telle personne de notre groupe qui soit président de la JV, et les Français disent oui. Et ça fonctionne ainsi depuis 20 ans. Et la confiance est telle et cet objectif de développer le marché chinois fait que cette JV, depuis qu'elle est bénéficiaire, donc ça fait quand même plus de 20 ans, pas 20 ans, plus de 15 ans, elle est bénéficiaire, eh bien, elle n'a jamais distribué de dividendes. Et c'est même un sujet qui ne vient pas dans le conseil d'administration, ce n'est pas à l'ordre du jour. Jamais la possibilité de distribuer des dividendes est évoquée. À l'inverse, ce qui est évoqué régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent et comment on réinvestit et qu'est-ce qu'on fait comme nouveaux produits. Donc vraiment une confiance totale, je dirais une fusion entre les deux partenaires. Un exemple idéal. Alors, on va parler maintenant des hommes. On en a un peu parlé, on l'avait un peu abordé. On va parler des hommes, de leur importance au cœur de la JV et dans la réussite. Bonjour à tous, Geoffrey Bonnel, responsable du département conseil d'Altios. Donc, au travers des activités de notre entreprise, nous travaillons énormément sur les questions, entre autres, des ressources humaines. Et il est vrai que l'une des problématiques, une des choses qu'on a pu rencontrer avec notre expérience, c'est que dans le cas des joint ventures, les parties occidentales ont trop tendance à délaisser le point des ressources humaines à la partie chinoise, en disant nous sommes en Chine, nous allons avoir majoritairement des employés chinois, nous faisons totalement confiance aux partenaires chinois pour embaucher, former. Et à la rigueur, quelques rares postes clés d'ingénieurs viendront d'Occident, viendront de France ou d'ailleurs pour prendre des intérêts. C'est une erreur. Il faut, et c'est le mot principal qu'on peut, je pense, c'est un peu le fil rouge qu'on a tout au long de la soirée, c'est d'être pertinent. Il faut, en tant que partenaire français, rester pertinent, que ce soit sur le savoir-faire, que ce soit sur la stratégie, mais que ce soit aussi sur les ressources humaines. Il faut arriver en définissant les rôles et responsabilités, l'organisation, mais aussi tous les processus RH qui vont du recrutement, onboarding des employés, formation, suivi et, on va dire, examination de leur évolution et jusqu'au offboarding de ces derniers. Et ça montre souvent un besoin en amont de se préparer au niveau de la France, d'être capable de préparer les RH à l'arrivée de cette joint venture pour qu'ils puissent adapter et transmettre ce savoir-faire à la joint venture, de préparer une autre chose qui est la mobilité internationale des employés. Donc, comment les directeurs, grands ingénieurs vont être sélectionnés au sein du groupe, préparés et amenés en Chine pour pouvoir prendre plus rapidement leurs fonctions, mais aussi dans un sens inverse. Trop souvent, les joint ventures ne sont jamais véritablement intégrés en l'un ou l'autre, travaillent dans leur coin, donc de grands talents sortent de ces sociétés, mais n'ont aucune possibilité de monter. Ils restent dans la joint venture. Ils ont du mal à rentrer au groupe de l'un côté ou de l'autre. Et donc, préparer aussi les intégrer, à les faire remonter ailleurs, dans d'autres filiales du groupe, dans d'autres joint ventures, parce qu'ils sont pertinents, parce que ce sont été des talents. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui a souvent été mis de côté, qu'il ne faut pas faire. Un autre point que je pense est aussi important à évoquer, c'est ce qu'on appelle les différences culturelles. Alors,
On ne va pas parler des grandes différences culturelles civilisationnelles, ça, on est en 2023, les gens se forment, ils ont tous les moyens, les outils pour y arriver, mais plutôt de la culture d'entreprise. Comment adapter les rythmes de travail, les fonctions de travail. Trop souvent, on peut très bien voir des partenaires français qui ont l'habitude de sous-traiter des problématiques alors que la partie chinoise veut tout faire en interne. On a des problèmes de vitesse. Et ça, c'est un exemple qu'on a eu énormément avec un de nos récents clients dans l'automobile qui a lancé un projet de joint venture qui malheureusement s'est arrêté en plein milieu, tout simplement à cause de problèmes de vitesse où il n'arrivait pas à sortir un prototype rapidement. La Chine voulait un prototype maintenant pour l'utiliser comme un proof of concept, pour la mener devant des clients et voir le potentiel du marché et ramener tout de suite à un retour terrain pour mieux l'adapter et préparer la joint venture. La France voulait faire des plans sur la comète. Ils voulaient préparer un prototype, on préparait déjà l'industrialisation. On ne savait même pas ce que les clients voulaient, mais on préparait l'industrialisation. Et malheureusement, ce problème culturel, ce problème de travail n'a pas été réglé, a totalement été sous-estimé, et c'est ça qui a mené malheureusement à l'arrêt du projet, parce qu'ils n'arrivaient pas à aligner cette culture-là. Trouver un terrain d'entente, à la fois de vitesse, peut-être de ralentir pour certains, mais d'accélérer ailleurs, pour permettre à ce projet de pouvoir exister et réussir. Le dernier point que je veux mettre en avant, c'est les problématiques ESG. De plus en plus, les sociétés vont être évaluées pas uniquement sur des bilans financiers, mais sur des bilans ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. S'il ne sert à rien de faire 2 millions d'euros de résultats nets si votre bilan ESG est catastrophique. Personne ne voudra investir, vous allez perdre de la valeur boursière si vous êtes coté en bourse, c'est catastrophique. Et ça, c'est pas en train d'arriver dans 10 ans, c'est en train d'arriver dans 2 ans, 3 ans. De plus en plus de fonds d'investissement regardent et exigent des bilans ESG avant de pouvoir investir. Et donc, si les joint ventures dans lesquelles les sociétés françaises ont investi ne sont pas alignés sur les procédures RH, etc., pour pouvoir améliorer le bilan ESG, ça va peu amener involontairement à des problématiques au niveau du groupe. Et donc ça, c'est vraiment le principal mot d'ordre, rester pertinent. Savoir que le succès d'une entreprise vient aussi de ses talents, savoir les identifier, les former et les maintenir. Et ne pas seulement déléguer comme un parent pauvre la politique RH en disant on va embaucher sur le tas et on entraînera sur le tas et on verra. Sinon, on va toujours tomber sur un mur et rester très limité dans son développement. Merci. Tu l'abordais tout à l'heure, Sylvie, dans l'évolution des JV, il y a différentes options. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience sur un certain nombre je dirais de divorces ou d'évolutions de JV qui ont été constituées et qui ont perduré d'une manière ou d'une autre? Oui, effectivement. Donc, quand une JV va mal, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une séparation. Donc, c'est comme pour un mariage, il y a un divorce. Et la question qui se pose, bah, que fait-on de l'enfant? Et l'enfant, c'est la JV. Alors, il y a une solution, on tue l'enfant, donc on ferme la JV. C'est pas la solution souvent la plus retenue parce que justement, on n'aime pas tuer ce qu'on a créé. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui rachète l'autre. Donc, soit le français rachète le chinois, soit le chinois rachète le français. Les deux options sont possibles et c'est ce qui se passe de manière la plus courante. Alors, je vais donner un exemple classique d'une évolution possible. Donc, c'est une PME française qui, dans les années 90, travaille en Chine par l'intermédiaire d'un distributeur. Où les choses se passent bien et petit à petit, le distributeur dit, bon, ça serait pas mal qu'on ait un petit peu de production en Chine, on pourrait faire une JV ensemble pour lancer de la production. Donc, il crée une première JV, c'est même pas de la production, c'est de l'assemblage en 2002. Puis les choses continuent à bien se passer. Quelques années après, il crée une société de trading à Shanghai, donc toujours sous forme de JV. Et puis, donc, ils ont deux JV qui fonctionnent et petit à petit, les années passent. Le partenaire français se rend compte alors il n'est pas beaucoup présent en Chine, c'est vraiment le partenaire chinois qui gère. Et il se rend compte que celui-ci a des pratiques qui sont à la limite de la légalité et c'est pas du tout l'esprit de la partie française.
Donc, compte tenu de ces pratiques, la relation entre les deux devient de plus en plus compliquée et finalement, le français dit, bon, bah, écoutez, il rachète le chinois. Donc, ils se mettent d'accord, le français rachète le chinois. Les deux sociétés sont transformées en sociétés à capitaux 100% étrangers et on pourrait dire, bon, bah, c'est un échec. Alors non, c'est pas un échec, c'est un nouveau départ sous de nouvelles bases. Et d'ailleurs, donc ils ont racheté, c'était en 2009, donc maintenant nous sommes en 2023. Bah, ces deux sociétés ont grandi. Le partenaire français a eu une grosse usine de production en Chine. Il est en train d'en créer une deuxième. Donc un nouveau départ qui fonctionne très bien. Et à tel point que d'ailleurs l'ancien partenaire chinois qui était ancien distributeur est revenu en tant que distributeur de cette société, mais avec, moi, je dirais, un contrôle un peu plus fort sur ses pratiques. Donc, tout est possible dans l'évolution. Oui, Yann, un autre exemple. Donc, j'ai un autre exemple. Donc, on a un client français qui a créé 12GV en 2005. C'est dans le secteur de nucléaire, je me souviens. Donc, oui, 12GV, c'est parce que pour les différents produits. Et au bout de quelques années, il se voit qu'ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même méthode pour gérer la société. Donc, ensuite, il y a la divorce. Donc, une GV est transformée en une société purement domestique et l'autre GV est transformée en société à capitaux exclusivement étrangers. Et donc, les deux sociétés, ils gardent toujours des coopérations commerciales. Donc, ça se passe pas mal. Donc, en fait, pour nous, la dissolution, enfin, finalement, parfois, il y a quand même la dissolution complète de la GV et le dernier ressort. Hein. Mais c'est rare, selon notre observation, c'est rare. Et c'est réservé au cas vraiment que la GV est en perte importante et aucune partie ne souhaite poursuivre l'opération. En fait, dans la plupart des cas, même si la GV est en perte, on a remarqué que c'est plutôt une cession de participation du partenaire étranger vers le partenaire chinois à un prix réduit. C'est notre statistique. Et puis, pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, l'importance du pack d'actionnaires. Ouais. Si tu veux un tout petit peu développer. Oui, tout à fait. Ben, c'est pour anticiper ce genre d'évolution possible et d'éviter d'être coincé dans un contrat de GV s'il y a des blocages totaux ou dans des cas extrêmes. Par exemple, si par exemple l'actionnaire majoritaire il refuse de distribuer des dividendes pendant des années ou si une partie est en violation grave du contrat de GV, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour résoudre ce genre de situation, on doit avoir un mécanisme de sortie qui est prévu dans le départ dans le contrat d'actionnaire. C'est pourquoi toujours on conseille à notre client d'inclure dans l'acte des actionnaires de mécanismes de sortie. Souvent, c'est l'option d'achat par l'actionnaire majoritaire ou l'option de vente par l'actionnaire minoritaire dans ces cas extrêmes. Mais ce qui est plus important, il y a non seulement ce genre de notion, mais aussi il faut prévoir les procédures détaillées pour exercice de ces droits, tout simplement parce que la loi chinoise est silencieuse sur ces notions. Ces notions, option d'achat, option de vente, n'existent pas dans la loi chinoise. Ce sont des notions introduites de l'étranger. Donc, pour rendre ces options exécutoires dans le futur, il faut prévoir dès le départ une procédure détaillée dans le contrat. Par exemple, la forme et le délai pour exercice de ce genre d'options. Le délai, par exemple, pour le paiement du prêt de cession au moment de l'exercice de ce genre de droit. Et surtout, le plus important, c'est la méthode de valorisation des titres. Donc, voilà, c'est toujours notre préconisation qu'on donne souvent à notre client. Bon, je crois qu'on a presque fait le tour. Moi, j'ai quelques questions. Il y en a peut-être d'autres qui viendront des participants dans la salle. Question pour toi, William. Tu l'as abordé tout à l'heure. À l'heure actuelle, ça vaut la peine d'implanter une JV Holding à Hong Kong? Ouais, parce que c'est une question que on a souvent posée par nos clients récemment. En fait, sauf que
le client a des considérations de coter la société en bourse à Hong Kong ou ailleurs. Sinon, maintenant, on suggère aux clients de localiser la JV directement en Chine continentale pour trois raisons principales. Un, c'est parce que, comme tout à l'heure j'ai expliqué, la loi chinoise maintenant, c'est être plus flexible. Donc, il n'y a pas la contrainte de droit de veto de l'actionnaire minoritaire sur les 4 décisions majeures. Donc, on n'a pas besoin pour contourner cette contrainte de localiser la GV à Hong Kong. Deuxième raison, c'est la raison fiscale. En fait, parce que, par exemple, entre la Chine et la France, la retenue à la source sur le dividende, c'est 5%. Mais si on passe par un holding GV à Hong Kong, il y a un risque d'être imposé à 10%, puisque si le bureau des taxes challenge que le GV à Hong Kong n'a pas de substance. Troisième raison, c'est que, comme vous savez, là, en Chine, il y a le contrôle des changes. Donc, pour une société chinoise, pour investir à Hong Kong comme à l'étranger, il y a tout un tas de formalités à faire auprès du NDIC, auprès du bureau de commerce. Et s'il s'agit d'une individuelle chinoise, pour légalement et correctement investir à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pourquoi on pense que c'est vraiment pas la peine de le faire de nos jours. Une question pour Sylvie. Dans une JV, est-ce que je risque pas de me faire voler mon savoir-faire par le partenaire? Ça, c'est une question classique. Alors, il n'y a jamais zéro risque en Chine. Hein. Ça, je ne pourrais pas vous dire non, il n'y a aucun risque. Il y a toujours un risque de se faire piquer son savoir-faire, ses droits de propriété intellectuelle. Alors, le risque, on peut déjà le réduire contractuellement. La Chine aussi, maintenant, a un ensemble de lois qui permet de se protéger et qui marche relativement bien. Et après, quand une JV marche, il n'y a aucune raison que le partenaire ou quelqu'un prenne le savoir-faire. Parce qu'il a tout intérêt à ce qu'il reste dans la JV et qu'il fasse fonctionner la JV. Donc, le problème va se poser si la JV marche pas. Et là, à ce moment-là, on aura tous les moyens contractuels qui ont été prévus à l'origine et puis toutes les lois chinoises qu'on pourra mettre en place. Ok. Alors, on en a un petit peu, on l'a peu abordé, mais je pense qu'on peut revenir avec les expériences des différents participants. C'est quoi la meilleure répartition? Du 50-50, du 49-51? On a entendu du 25 ou du 35. Bref, c'est quoi la répartition idéale et quelles peuvent être les contraintes liées à cette répartition? Olivier, peut-être? Je sais pas. Alors, je ne suis peut-être pas aussi expert que Sylvie sur le sujet, parce que moi, je n'ai qu'un cas unique, mais c'est vrai que nous, le fait qu'on nous a plus ou moins forcé la main sur 51 à 49 a eu des conséquences plutôt fâcheuses, puisqu'un certain nombre de décisions sont prises à la majorité simple, ce qui peut amener finalement un pouvoir total pour le partenaire chinois. Maintenant, comme toute relation dans une entreprise avec une entreprise d'État, ce qui est important, au-delà même de ces petits jeux de pourcentage, c'est toutes les discussions qui en amont pour éviter de se retrouver dans le corner. Donc, j'ai pas de conseil particulier, si ce n'est débrouillez-vous pour ne pas être à 51-49, mais plutôt 50-50. Ouyen? Je pense, comme tout à l'heure, Simayo Jiang a expliqué, ça aussi dépend de si on souhaite obtenir de chaque partie quelque chose, on doit donner, enfin, cette répartition dans le capital reflète la contribution non seulement monétaire et aussi des autres sources de chaque partie. Et puis aussi, bien sûr, on doit prendre en considération dans la future prise de décision parce que pour les 4 décisions majeures, maintenant, il faut être prise à l'unanimité, pas à l'unanimité, mais à la majorité des 2 tiers de droits de vote. Donc, cette 2 tiers, c'est quand même parfois un seuil important à considérer. C'est pas mal, 35. Ouais, Andrea, moi je rajouterais qu'au-delà, et c'est ce que dit Olivier, c'est qu'en fait, au-delà de la répartition du capital, après, ce qui va jouer, c'est la façon dont fonctionne la JV et la répartition des rôles.
Et selon la gouvernance qui a été mise en place, on peut oublier si on est à 50-50, 40-60 ou quelle que soit la répartition, c'est vraiment la gouvernance et le quotidien qui va faire la différence. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, aussi bien à Pékin qu'à Shanghai, parce que pour ma part, j'ai plus de questions. D'un expert qui a de nombreux JV. Ah, non, non, pas du tout, hein. Je suis Antoine Jean. Je travaille pour une société française du secteur nucléaire. Ma question, c'est avant la conférence, j'ai déjà posé à Sylvie. Ben, le titre de cette conférence, c'est le GV 2.0. Hein. Ben, 2.0, j'avais posé la question à Sylvie, de quoi il s'agit? C'est 1.0, c'est quoi? C'est les années 90, Ouais. probablement. Et maintenant, on dit c'est plutôt la deuxième vague de création de JV. En vous écoutant, je pense c'est quand même un peu différent parce qu'il y a 30 ans, c'est plutôt des JV industriels. Et aujourd'hui, c'est plutôt des JV du secteur de service, du secteur de distribution. Est-ce que c'est ça? C'est ma Alors, question. merci. Oui, alors la JV 1.0, c'est effectivement la JV des années 90 qui était la JV obligatoire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement et avec cette fameuse règle, avec les 4 décisions qui devaient être prises à l'unanimité, donc qui avait un impact très fort sur la gouvernance. La JV 2.0, c'est la nouvelle JV, je dirais, des années de 2020. Si on veut mettre en début, ça peut être un peu avant, un peu après, où on n'a plus cette règle d'unanimité et on n'a plus cette obligation de se mettre en JV. On se met en JV parce qu'on souhaite faire une JV. Et ça peut être, alors ce n'est pas que dans le service, on a beaucoup d'exemples dans l'industrie aussi, où on se met en JV et dans l'industrie, c'est souvent ce qui joue, ça va être le terrain, ça va être le réseau de distribution, l'implantation du partenaire chinois. Mais c'est vraiment, ce n'est pas limité au service, c'est dans tous les domaines. Oui, bonsoir, Nicolas Morino dans le secteur du retail. 2 questions un petit peu techniques. La première est liée au ratio entre le capital investi et les investissements, les CAPEX réalisés par la JV. En fonction du threshold, différents niveaux d'investissement réalisés. Que se passe-t-il technique, dans la réalité, dans les opérations, lorsque ce ratio n'est pas respecté? À savoir que les CAPEX, les investissements dépassent l'investissement réalisé par chacun des partenaires. Peut-être un petit peu technique. Oui, c'est la ratio entre le capital social et l'investissement total. En fait, c'est une ancienne notion dans l'ancienne loi. Et enfin, la différence, tout d'abord, cet montant total des investissements, ce n'est pas du tout un engagement. C'est-à-dire, tant qu'un investisseur étranger a contribué, libéré le capital social souscrit, il a rempli toute son obligation. Et notre notion, vous pouvez l'oublier, c'est pas engagement. Euh, et cette différence entre les 2 chiffres, c'est surtout c'est pour qualifier la capacité d'endettement en devise par cette société cible. Et, et à partir, il y a quelques années maintenant, il y a un 12e système qui existe pour euh, qualifier la capacité d'endettement en devise, qui est plutôt lié à la net assets de la société. Donc maintenant, il y a 2 régimes et on peut choisir entre ces 2 régimes. Et une fois choisi, on ne peut pas changer. Ça, c'est important. Ouais. Merci beaucoup. Une deuxième question, plus par rapport à la gestion du cash.
y a-t-il des obligations spécifiquement sur le marché chinois sur la prioritisation des paiements? Et je pense particulièrement au paiement des salaires dans des situations où le cash peut être limite et que chacune des parties n'est pas prêt à faire un apport soit en capital, soit à valider un emprunt. En fait, cette priorité, il n'existe que seulement quand, par exemple, la société entre en une phase de redressement judiciaire ou en faillite. Dans ce cas-là, les actifs restants dans la société doivent d'abord payer les frais pour la liquidation. Deuxièmement, c'est la taxe, c'est le salaire. Et ensuite, c'est les créanciers avec les garanties et ensuite, c'est les créanciers normaux. Sinon, hormis à part ces situations, dans la gestion quotidienne, en fait, la loi n'a pas imposé une priorité parmi toutes ces dettes. Okay. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. On a fait 1h05. Donc, je vais remercier tous les participants pour leur rapport, pour leur expérience. Et puis, je pense que malheureusement, Olivier, bon, ça sera sans vous. Mais je pense que pour Pékin et puis pour Shanghai, on peut continuer les échanges. Alors, à l'occasion d'un verre, je pense que la Chambre de commerce a prévu cette étape-là. Merci à tous et puis à très bientôt pour un nouveau partage d'expérience. Au revoir. D'accord.